Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec la conférence sur le changement climatique à Paris, dont c'est ce mardi le deuxième jour. À l'ouverture de la conférence lundi, les dirigeants du monde entier ont appelé à une action immédiate et à un accord solide pour limiter le réchauffement et aider à garantir la paix mondiale pour les futures générations. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture et a déclaré que la Chine était confiante et déterminée à honorer ses engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Le président français François Hollande a accueilli les dirigeants mondiaux alors qu'ils arrivaient pour la conférence sur le changement climatique de l'ONU. Plein de promesses et d'attentes, plus de 150 chefs d'État étaient à Paris pour le lancement d'une tentative ambitieuse de limiter la hausse des températures de la Terre. Presque immédiatement après être arrivés, les présidents chinois et américains se sont rencontrés en marge de la conférence et se sont engagés à travailler ensemble pour combattre le changement climatique. Obama a conseillé aux négociateurs de parvenir à un accord significatif et il a ajouté que les États-Unis s'engageaient à limiter le réchauffement mondial. Je suis ici à titre personnel en tant que dirigeant de la plus grande économie mondiale et en tant que deuxième plus grand émetteur pour dire que les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas seulement leur rôle dans la création de ce problème, nous assumons notre responsabilité pour faire quelque chose envers cela. Tandis que le président chinois a réitéré les engagements de la Chine. L'accord de Paris doit se concentrer sur le renforcement des actions mondiales post-2020 sur le changement climatique et encourager les efforts mondiaux pour poursuivre un développement durable. L'accord de Paris doit aider à satisfaire les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et tracer la voie au développement vert, suivre les principes et les règles formulées lors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, contribuer à leur mise en application totale et effective, établir un contrôle réel de l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre et encourager les pays à poursuivre un développement vert, circulaire et à faibles émissions. L'accord doit aider à galvaniser les efforts mondiaux, encourager une forte participation et enfin offrir des dispositions institutionnelles qui propulsent les pays à faire des efforts concertés. Les observateurs disent que les engagements de Xi Jinping montrent que la Chine est prête à jouer un rôle central ici à Paris. Au cours des dernières années, ce que nous avons vu, c'est que la Chine passe d'un pays qui est accusé, littéralement accusé, d'être le plus grand émetteur à un pays leader du combat contre le changement climatique. Les dirigeants ne resteront à la rencontre qu'une seule journée. Leurs négociateurs ensuite essaieront de parvenir à un accord. Le discours prononcé par le président Xi Jinping lors de la conférence sur le climat à Paris a été bien accueilli par la délégation chinoise l'accompagnant en France et par les experts en Chine. Dans son discours, le président Xi a parlé de mesures concrètes et actions consacrées à la lutte contre le changement climatique en Chine. Ses remarques étaient constructives. Il a envoyé un signal positif au monde, que la Chine est en train de prendre ses responsabilités pour faire face à ce défi commun pour l'homme. Il a parlé de plusieurs mesures concrètes et particulièrement du plan 10, 100 et 1000. Le 10 correspond à l'aide que la Chine apportera aux pays en développement pour développer des zones à faible émission de carbone. Le 100 correspond aux projets mis en place pour ralentir et s'adapter au changement climatique. Le 1000 au personnel formé pour répondre aux questions liées aux enjeux climatiques. Ces mesures sont constructives. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue américain Barack Obama. Leurs discussions portaient évidemment sur la conférence sur le changement climatique. Les dirigeants ont convenu que la conférence de Paris était porteuse d'une opportunité vitale pour intensifier les actions et s'opposer aux défis représentés par le changement climatique. Ils se sont engagés à travailler ensemble et avec les autres parties pour s'assurer de la réussite de la conférence en termes d'ambition et de succès des résultats.
Concernant les relations sino-américaines, le président Xi a déclaré qu'il appartenait aux deux pays de s'engager dans la bonne direction pour la construction de liens unissant les nations importantes. Le dirigeant chinois a appelé à la réalisation rapide du traité d'investissement bilatéral qui est actuellement à l'étude. Quant à Barack Obama, il a affiché la volonté de Washington de travailler avec Beijing à ce sujet. Le président chinois Xi Jinping a quitté Paris pour l'Afrique après avoir participé à la cérémonie d'ouverture sur la conférence sur le changement climatique. Il devrait arriver au Zimbabwe ce mardi. Cela fait près de 2 décennies qu'un président chinois ne s'était pas rendu dans ce pays. Sa visite a suscité l'enthousiasme du peuple zimbabwéen et d'aucuns espèrent qu'il en résultera la mise en œuvre d'une série d'accords bilatéraux signés en août de l'année dernière. Le président Xi Jinping et le président Robert Mugabe ont signé des accords d'un montant de plusieurs milliards de dollars dans divers domaines liés au développement des infrastructures. Les deux dirigeants discuteront d'autres opportunités d'investissement et de coopération. Après plus d'une décennie de crise économique, le Zimbabwe semble rebondir avec d'importants investissements dans des projets de développement et d'infrastructures. Plusieurs experts estiment que le redressement économique du pays d'Afrique australe est une conséquence de son partenariat avec la Chine. Lors d'un entretien exclusif accordé à CCTV, l'ancien ambassadeur du Zimbabwe en Chine a affirmé que la visite du président Xi Jinping aidera à donner un coup de pouce au Zimbabwe. Now, this is a big chance for China to support Zimbabwe in the economic sphere, and Zimbabwe is a very resource-rich country. C'est une grande chance pour la Chine de soutenir le Zimbabwe dans la sphère économique parce que le Zimbabwe est un pays très riche en ressources. La population est très instruite et nous avons de très bonnes infrastructures par rapport aux normes africaines. Mais nous avons besoin de capitaux à grande échelle et cette visite vient au bon moment alors que la Chine devient un exportateur net de capitaux. Ces entreprises prennent de plus en plus d'importance sur la scène internationale. Je pense que la présence du président Xi Jinping va donner un coup de pouce pour stimuler l'économie et ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre la Chine et le Zimbabwe dans les secteurs de l'économie, du commerce, de l'ouverture des marchés mondiaux et de la technologie. C'est ce que nous espérons. Il s'agit d'un nouveau départ dans l'histoire des deux pays qui ont une longue amitié. Cela va propulser les relations entre la Chine et l'Afrique à un nouveau niveau. Je me souviens que le premier forum sur la coopération sino-africaine a été organisé en 2000. J'ai participé au deuxième forum à Addis Abeba et le volume commercial entre la Chine et l'Afrique à cette époque se chiffrait seulement à environ 8 milliards de dollars. Maintenant, on parle de 220 milliards. C'est presque une augmentation exponentielle dans la relation entre la Chine et l'Afrique. C'est l'économie qui figurera en tête des discussions entre les présidents zimbabwéens et chinois. L'an dernier, le président Robert Mugabe s'était rendu à Beijing où il avait signé une série d'accords avec le président Xi Jinping. Ces accords couvraient le développement d'infrastructures, l'énergie et la production d'électricité, l'eau et l'agriculture. La visite du président chinois devrait permettre de mettre en mouvement ces accords. Le premier élément clé que notre gouvernement veut est probablement le peuple du Zimbabwe et la clarification et la finalisation des choses qui sont appelées les méga-contrats, c'est-à-dire les contrats commerciaux et accords de prêts bilatéraux qui ont été signés par les gouvernements zimbabwéens et chinois et par les entreprises. Au-delà du financement de son développement, le Zimbabwe cherche à développer ses relations commerciales avec la Chine, qui est déjà l'un de ses principaux partenaires économiques. Le Zimbabwe cherche aussi le renforcement des relations commerciales. Si vous regardez, les chiffres ont connu une croissance annuelle depuis que le Zimbabwe s'est véritablement rapproché de la Chine. De plus, le Zimbabwe aimerait garantir que la relation soit bénéfique au Zimbabwe dans le sens où ils sont des partenaires égaux qui vont de l'avant. Is also beneficial to Zimbabwe as a trading partner in that they are equal partners going forward. Le commerce sino-zimbabwéen a doublé en 5 ans pour s'établir l'an dernier à 1,2 milliard de dollars. Le Zimbabwe exporte essentiellement tabac, coton et chrome. Il entend inclure de la valeur ajoutée à ses matières premières afin d'exporter des produits semi-finis ou transformés. Pour parvenir à cela, il doit ressusciter son industrie, qui a un besoin criant de recapitalisation, chose qui n'a pas été possible car le Zimbabwe est exclu des marchés internationaux.
La visite du président chinois pourrait permettre de résoudre partiellement le problème. Ils vont chercher le meilleur moyen d'accéder au marché chinois de crédit, et ce en particulier pour les banques qui ont un besoin énorme de crédit. Le gouvernement zimbabwéen a lancé un ambitieux plan de relance économique, Zima 7, qui vise à créer au moins 2 millions d'emplois, à remettre en état les infrastructures et à parvenir à une croissance économique annuelle d'au moins 5% au cours des 5 prochaines années. La Chine a officiellement pris la présidence du G20, le sommet 2016 du groupe des 20 pays les plus industrialisés au monde se tiendra dans la ville de Hangzhou les 4 et 5 septembre. Le président chinois Xi Jinping a déclaré dans un communiqué que l'organisation du sommet par la Chine montrait non seulement le haut degré de confiance de la communauté internationale en la Chine, mais également la volonté sincère du pays d'apporter une plus grande contribution aux affaires internationales. La présidence du G20 tourne de manière annuelle entre ses membres. Le premier sommet du G20 s'était tenu en 2008 à Washington. Le groupe a joué un rôle majeur dans la réponse à la crise financière mondiale. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure d'Aujourd'hui la Chine, qui est aujourd'hui présentée par Zhao Zhejin. Zhejin, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine, s'il vous plaît? Alors, nous avons posé une question hier. La monnaie chinoise franchira-t-elle une nouvelle étape dans l'internationalisation? Oui. Alors, nous avons la réponse aujourd'hui. La réponse est positive. Le bureau exécutif du Fonds monétaire international a approuvé l'inclusion du renminbi, la devise chinoise, dans son panier de droits de tirage spéciaux en tant que devise de réserve internationale. Effectif à compter d'octobre 2016, le renminbi sera inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux en tant que 5e devise avec le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre britannique. Il s'agit du plus grand changement des droits de tirage spéciaux du FMI depuis l'inclusion de l'euro en 1999. Le yuan chinois ou renminbi fait désormais partie de ce club très exclusif. L'ajout du FMI est clairement une étape importante d'un processus débuté il y a plusieurs mois, si ce n'est il y a des années. Un voyage qui est une transition vers davantage de principes liés au marché dans le cadre macroéconomique de la Chine. Pour rejoindre les droits de tirage spéciaux, une nation doit être un large exportateur, un statut obtenu par la Chine il y a déjà fort longtemps. Ils ont plus d'échanges que n'importe quel autre pays au monde. Et désormais, ils ont un contrat pétrolier de référence qu'ils négocient en yuan. Ils font beaucoup de commerce avec l'Est et l'Est grossit, tout comme leur puissance vers les nations de l'Est. Un second critère du FMI est de disposer d'une devise qui est librement utilisable. Au cours des dernières années, la Chine a mis en œuvre de nombreuses réformes afin que cela se produise, tout comme injecter davantage de yuan dans la circulation mondiale. La Chine a échangé des lignes où les autres pays peuvent accéder à la devise chinoise. La Chine peut aussi accéder aux devises des autres pays. Il y a environ 25 pays différents. Tout cela est parti de quasiment rien en termes d'échanges mondiaux pour devenir la 4e ou la 5e devise la plus importante. La réalité est que le FMI reconnaît désormais cette situation de manière officielle. Je pense que la chose première pour la Chine est le prestige. C'est quelque chose de très prestigieux sur la scène internationale que d'être considéré comme une devise de réserve. Cela montre que la Chine s'oriente vers une devise plus flexible et est acceptée par les économies mondiales comme l'un des principaux leaders. Le bureau du FMI a révélé les 5 devises et leur poids. 41,73% pour le dollar américain, 30,93% pour l'euro, 10,9% pour le yuan chinois, 8,33% pour le yen japonais et 8,08% pour la livre britannique. Cela sera effectif à compter d'octobre de l'année prochaine, quand le yuan sera officiellement intégré au panier des droits de tirage spéciaux. Et le poids du yuan sera légèrement supérieur à celui du yen et de la livre. Obtenir le tampon approbateur du FMI va aider la Chine à internationaliser sa devise. Par la suite, les économistes prédisent que nous verrons davantage de gouvernements détenir des quantités importantes de renminbi en tant que partie de leurs réserves en devises étrangères. Nous vous proposons l'extrait d'une interview de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle s'exprime au sujet de la nouvelle internationalisation du renminbi, la devise chinoise.
Pour la première fois, il y a un renversement dans l'augmentation du nombre de monnaies dans le panier de devises qui détermine la valeur du droit de tirage spécial. Il s'agit sans nul doute d'une étape et d'une avancée importante vers une meilleure représentation du droit de tirage spécial, en ligne avec le développement de l'économie mondiale, et pour refléter la tendance à la hausse de la monnaie chinoise. La Chine vient de publier son indice de directeur d'achat pour le mois de novembre. Il s'établit à 49,6 points, soit 0,2 points de moins que le mois précédent. Par ailleurs, pour les activités non manufacturières, il s'élève à 53,6 points, soit un demi-point de plus qu'en octobre. L'activité manufacturière chinoise a reculé en novembre. L'indice des directeurs d'achat est inférieur aux prévisions et reste dans la zone de contraction pour le 4e mois consécutif. Il existe 3 facteurs majeurs. Le premier est la faible demande tant en interne qu'à l'international. Le deuxième est que le prix des matières premières reste faible. Et le troisième est que l'économie est toujours sur une tendance baissière. Ces facteurs ont restreint l'activité manufacturière le mois passé. Les usines consommant le plus d'énergie ont connu les pertes les plus fortes. Mais dans le même temps, les secteurs des hautes technologies, de l'équipement et de la manufacture de biens de consommation ont continué à croître. Par ailleurs, les activités non manufacturières ont enregistré une croissance grâce au secteur des services. Cela, notamment en raison de la frénésie de shopping du 11 novembre. Le gros, la vente au détail, les télécommunications et les logiciels informatiques, la banque, les actions, les assurances et les services de proximité sont au-dessus des 50, ce qui confirme la tendance à l'expansion. De plus, les activités de construction ont connu une croissance pour le second mois consécutif. L'indice des nouvelles commandes et celui des prix des ventes du secteur immobilier ont tous deux augmenté. Alors que les nouvelles technologies transforment les médias, les magazines de mode et d'autres quotidiens sont confrontés aux blogs en ligne. Plusieurs gros titres ont annoncé la fin prochaine de leurs activités alors qu'ils perdent de nombreux lecteurs. Dans le même temps, les plateformes de nouveaux médias tels que WeChat et Sina donnent la voix aux blogueurs. Certains gagnent même en notoriété en postant sur Internet des informations sur la mode. L'un des magazines pionniers de la mode, Riley, a été suivi pendant près de 15 ans par les passionnés de mode. Mais il vient d'annoncer qu'il cesserait son édition imprimée à compter de janvier 2016. Également ce mois-ci, le célèbre magazine local, le Shanghai Weekly, a cessé sa publication. De plus en plus de gens modifient leurs habitudes de lecture en passant de la presse écrite à la presse en ligne. Et Li Wenxi est l'une d'entre elles. J'avais l'habitude d'acheter des magazines dès que je me rendais dans un kiosque à journaux. Mais désormais, je n'en achète quasi aucun. L'une des raisons est que ces magazines sont très lourds et pas faciles à transporter. Une autre raison est que je ne sais pas quoi en faire après les avoir empilés chez moi. Je ne pense pas qu'ils soient très recyclables. Désormais, je lis par le biais de mon téléphone ou avec certaines applications mobiles. Les magazines de mode et de style de vie ainsi que les quotidiens ont été le plus durement touchés, car poster des informations en ligne sur ces thèmes nécessite peu de formation professionnelle et peut attirer un large public. Les blogueurs de mode sur Internet et autres micro-blogueurs ont commencé à avoir d'importants groupes de fans il y a 2 ou 3 ans, quand de plus en plus de gens ont commencé à utiliser WeChat et Weibo depuis leur téléphone mobile. Certains sont devenus si célèbres qu'ils ont même été invités à des événements majeurs comme le défilé de Victoria's Secret, ce qui leur a permis d'écrire des scoops sur leur blog dès le jour suivant, et ce bien plus rapidement que la presse magazine traditionnelle. Les magazines de mode traditionnels ont dû changer sous l'influence de cette pression. Su De est la directrice d'un magazine mensuel et a été témoin de cette transition au sein de l'industrie. L'année 2010 a été le pic du secteur en raison de l'expo. Mais après cela, tout a diminué, surtout dans les hebdomadaires et les magazines de mode, car ces derniers recevaient les investissements de clients dans l'industrie de luxe. Désormais, le gouvernement a mené une répression sur la consommation de luxe et il y a moins de cadeaux offerts. Donc, les sponsors ont modifié leur budget marketing et cela a affecté les magazines qu'ils sponsorisaient. Madame Su a déclaré que dans le même temps, les coûts du travail pour les magazines étaient en hausse et représentaient la plupart des dépenses en hausse du Mediapresse.
Il y a également un grand nombre de rédacteurs et de journalistes qui ont quitté la presse magazine et lancé leur propre blog en ligne, ce qui a également affecté la presse écrite. Par ailleurs, la montée en puissance des nouveaux médias a offert aux marques une nouvelle plateforme publicitaire. Sibyl Chen est une stratège du numérique et déclare que la plupart de ses clients veulent ces derniers temps faire leur propre promotion sur Internet. Nous pouvons constater qu'il y a un changement dans les plateformes utilisées par les marques pour se promouvoir elles-mêmes. Désormais, elles font davantage attention aux plateformes en ligne, mais également aux leaders d'opinion clés de l'industrie de la mode. Et même pour des marques qui ne sont pas dans le secteur de la mode, comme les entreprises de technologie, elles apprécient avoir de la promotion par ces leaders clés dans diverses industries. Chen a déclaré que par le biais de la promotion sur les plateformes de nouveaux médias, les marques peuvent recevoir davantage de commentaires instantanés et de retours de leur clientèle ciblée. Cependant, Madame Su du magazine Horace a fait savoir qu'un séisme se produirait prochainement car la plupart de ces plateformes ont reçu des investissements en capital au cours des 2 dernières années et seront prochainement confrontées au défi de montrer leurs profits. La Chine a rapporté près de 110 000 cas d'infection au virus du sida cette année, soit une légère augmentation par rapport à l'an dernier. Un nouveau groupe à risque se développe rapidement, celui des jeunes de 15 à 24 ans. Ces 5 dernières années, les infections de ce groupe au VIH a connu une croissance annuelle de près de 35%. Pour renverser cette tendance, les autorités de l'éducation offrent des cours de prévention au VIH obligatoires aux collégiens et aux lycéens. Pas de surprise, les élèves de 7e année du lycée chinois de Guangdong sont curieux et posent plein de questions. Ils sont excités des beautés de la vie et se préoccupent des tracas du monde. Je me demande si les piscines sont porteuses du virus du sida. Et s'il y a une autre personne qui a une blessure, est-ce que la seconde personne peut être infectée par le virus aussi ? Je veux savoir comment prévenir cette infection et ce que je dois faire lorsque je communique avec les porteurs du virus. Dois-je les inviter dans ma vie? À la fin de l'année 2014, 231 cas d'infection au virus du sida ont été rapportés chez les jeunes élèves de Guangzhou. Une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier. À cause de cette croissance, les élèves reçoivent aujourd'hui une éducation préventive sur le virus et le plus tôt possible. La partie scientifique peut être très ennuyeuse pour les enfants. Nous essayons donc d'utiliser des vidéos et des animations pour rendre les choses plus intéressantes. Madame Liu a même inventé des jeux interactifs pour intéresser les élèves. Mais malgré ses efforts, elle pense que les bons outils éducatifs manquent encore. J'espère qu'il y aura davantage de vidéos intéressantes sur la prévention du VIH. Aujourd'hui, la vidéo que mes élèves préfèrent a été faite en 2003. En ville, le nombre d'enseignants comme Liu Lifen augmente. Pendant 5 années consécutives, nous avons formé des enseignants de la santé pour prévenir la transmission du VIH dans la ville. Aujourd'hui, nous avons 1000 enseignants qualifiés, ce qui signifie que nous avons au moins un spécialiste par école secondaire au Guangzhou. La jeune génération devient de plus en plus sexuellement active. L'éducation liée à la sexualité est donc cruciale pour ceux qui souhaitent apprendre à se protéger. Et c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Elsa, c'est à vous. Merci infiniment, Claudine, pour toutes ces informations, même si on apprend avec désolation que le virus du sida augmente en Chine. C'est la fin de cette édition. Nous aurons le plaisir de vous retrouver en duo pour une nouvelle édition dans 1h30. Excellent titre de programme sur 6 TV français.